je m'appelle Walidia. Dia, c'est mon vrai nom de famille, hein, comme la célèbre marque de vêtements ou comme les magasins premier prix de merde. Là. C'est flippant la campagne, tu sais, ces villages où il y a rien. Là, il y a une route, une boulangerie, une église, une vieille. Vous avez là, les Allemands, les Allemands! Moi, je suis assez limité en géostratégie internationale, donc pour savoir quoi penser du conflit, je fais comme tout le monde, j'écoute Bernard-Henri Lévy et je pense l'inverse. Macron, selon lui, n'a pas su endiguer l'extrême droite. Hein, quand tu laissais Darmanin charcuter des tentes de migrants, Blanquer se battre contre le wokisme et que tu demandais une note sur l'immigration à Zemmour, d'après toi, t'étais en train de combattre l'extrême droite, là? Il est l'un des humoristes les plus décapants de sa génération. Au micro de France Inter, sur scène ou au Jamel Comedy Club, il s'est fait remarquer par son humour incisif. Terrorisme, sexisme, homophobie, politique ou racisme, aucun sujet ne semble lui faire peur. À 33 ans, Walidia s'est imposé dans le paysage médiatique, de l'émission On ne demande qu'à en rire, jusqu'à la scène de Montreux ou du Marrakech du rire. Montreux, vraiment, ça sent le bonheur ici, hein, ça sent la joie de vivre, hein, ça sent l'évasion fiscale, un peu... Ah, y a tellement pas d'impôts ici, j'ai croisé Florent Pagny au marché de Noël, et il était là, ah, j'adore ce pays, je vais pas aller au Portugal finalement. J'ai crié contrôle fiscal, il s'est jeté dans le lac. Avec lui, dans cette nouvelle émission, on va se poser cette question désormais récurrente dans cette série. À quoi sert l'humour politique ? Walidia, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien, humoriste. On vous retrouve souvent dans l'émission Par Jupiter sur France Inter. Vous êtes également présentateur du Jamel Comedy Club cet été et vous produisez en ce moment un spectacle, un one-man show intitulé Ensemble ou rien. Alors pour ceux qui peut-être nous regardent et ne vous connaissent pas, j'aimerais qu'on revienne un peu sur votre parcours. Vous êtes né à Grenoble, vous avez déménagé à Nantes en 2010 où vous avez fait vos premières scènes et vous avez été repéré en 2011 dans l'émission On ne demande qu'à en rire sur France 2. Alors, moi, j'ai trouvé ces informations sur vous en cherchant, Wikipédia. En faisant des voilà, pour ne pas citer ma source, Wikipédia, pas que, non, quand même quelques articles. Et en fait, il n'y avait pas d'explication sur comment vous êtes arrivé à On ne demande qu'à en rire, parce que comment on passe de je déménage à Nantes à je suis dans une des émissions les plus regardées du pays. En fait, moi, je jouais dans des bars, alors, je jouais dans des petits bars, etc. Et ça se passait plutôt bien. Bon, c'est devant des gens un peu bourrés, mais quand ils sont concentrés avec la boisson et qu'ils t'écoutent et que ça rigole, tu te dis bon. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais tout début. 22 ans. D'accord. 22 ans. Vous étiez étudiant. Ouais, d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit à mes parents. J'ai dit, je pars faire une licence à Nantes. J'ai rien fait de licence du tout, j'étais dans les bars. Une licence de quoi? De com. D'accord. De com. Donc, c'est pour ça que je connais un peu leur technique. Et donc, je fais ça. Et en fait, il y a un concours à ce moment-là qui s'appelle Humour en Capitale. Et le jury est présidé par Laurent Ruquier. Et en fait, il me dit, je gagne le concours. Et il me dit, est-ce que tu veux faire l'émission? Sauf que moi, ça fait 6 mois, 1 an que je suis dans les bars. Je suis nul. Je sais pas ce que je fais. Je maîtrise pas mon métier. Je tiens rien, en fait. Donc, je me retrouve dans cette émission. Et ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, les gens, ils ont vu mon stage en humour filmé. C'est que j'ai appris là. C'est là que j'ai appris avec le Jamel Comedy Club aussi. Mais je me suis retrouvé chez Apple alors que je savais pas allumer un iPhone, quoi. J'étais vraiment débutant. On parle d'intégration, on nous dit que les immigrés parlent mal le français. Je m'acharne pas sur la campagne, mais vous avez déjà entendu un paysan bien parler français? colza, vache, mouton, mignon. Et j'ai perdu mon cochon. J'ai perdu mon cochon, Dédé. Il s'appelle Dédé. Il est où, Dédé? Vous dites que vous maîtrisez pas, on a l'impression que vous maîtrisez plutôt de l'extérieur pour quelqu'un qui n'est pas humoriste. Franchement, ça dépend, parce que... Et ça, tu peux... Alors, je te dis tu, parce que moi, le vouvoiement... Ok, on passe au tutoiement. Je vous dis la vérité, je l'ai tutoyé avant, ça on va passer au tutoiement. Le problème, c'est que tous les humoristes qui se regardent avec du recul, on a l'impression qu'on était horrible, parce qu'on voit toutes nos ficelles, on sait quels réflexes on avait à l'époque, qui n'étaient pas les bons, etc. Donc, c'est très dur pour un humoriste de se regarder dans le passé. On a envie d'oublier. Et en fait, ce qui est bien, c'est que souvent, les gens, quand ils les voient pour la première fois, ils ne voient pas ce qu'on voit nous. Alors que j'ai fait des trucs, c'est terrible. C'est terrible. Et du coup, je dis tu, moi, ça me fait bizarre de dire tu. Dans ces sketchs, déjà, que j'ai tous regardés avant de préparer cette émission, il y a plusieurs sujets qui sont quand même politiques, comme la vie dans les HLM, les dictatures en Afrique, ou encore le terrorisme. Moi, j'ai une formation dans le bâtiment. La démolition, plus particulièrement.
Pardon. Ah non, pas kamikaze, non, ça c'est pas propre, ça laisse des morceaux de viande partout, non. Non, et puis kamikaze c'est de l'intérim, hein. En général, ils te proposent qu'une seule mission. Vous venez de débarquer à la télévision et vous avez déjà un ton, non mais qui est quand même assez grinçant. Est-ce que vous aviez déjà, enfin, du coup, avait déjà un intérêt pour la politique à ce moment-là? Ouais. En fait, c'est que souvent il y a des gens qui pensent que j'ai fait un virage là avec mes chroniques, etc. Alors que pas du tout. J'étais déjà dans ces sujets-là depuis le départ. Sauf que à 22 ans, on n'a pas les mêmes armes qu'à 33. Et du coup, j'avais envie de m'emparer de ces sujets-là, mais je sentais que je manquais de culture, je manquais d'information. J'avais beaucoup de biais par énormément de sources. À l'époque, c'était comme il y a 10 ans, donc on n'était pas dans la même vérification des sources sur Internet qu'aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que si c'était bien écrit, sans faute, allez, ça pouvait être vrai. Donc, je pense que j'avais pas encore la maîtrise de ces sujets-là, mais j'avais une volonté de dénoncer. Ouais, une envie brûlante. De dénoncer, je sais pas, mais de rire de ça. Parce que dénoncer, je trouve que c'est très lourd comme terme. Je dénonce rien. Ce que je dis, la plupart des gens savent à peu près de quoi je parle, je leur apprends rien. C'est juste que je permets d'avoir une connexion sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une tribune où il y a des gens qui pensent dans cette direction, et comme finalement c'est un discours minoritaire, on se dit, en fait, je suis pas tout seul. Et je crois que c'est ça. C'est à ça que je sers. C'est-à-dire, on n'est pas deux. On est 8, 9, voire 10 millions. À l'époque, tu faisais quand même des références assez précises à DSK, à des faits politiques assez précis. DSK aussi voulait sa valise, mais pas d'argent. Il voulait une valise des films pornographiques. J'ai dit oui, c'est possible. Et il voulait des films qu'avec des femmes noires. C'est que depuis que Nafissatou Diallo l'a zouké là, il aime ça, hein. Les gros fessiers là, bouger, tourner, bouger. Pardon. J'ai eu la sensation que c'était peut-être pas le ton de cette émission en permanence. Mais j'ai pas tout regardé, donc on me demande qu'à en rire. Comment tu t'es senti par rapport à ça? Est-ce que tu te sentais plutôt en minorité dans cet humour-là? C'était pas en minorité, parce qu'il y avait des gens qui faisaient de l'humour qu'on dit noir, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de name dropping, si tu veux. C'est ça. Il y avait des grandes situations, des choses qui passaient bien, et je pense que c'est là aussi où j'ai découvert le milieu de la télé. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire ces sketchs-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on voit là, c'est... Allez, il manque un tiers de ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de coupes. Il y a même eu des émissions où j'ai sauté, carrément. T'étais passé et ils ont enlevé le sketch, puisque ça leur plaisait pas. C'était des primes, des trucs un peu spéciaux, où je suis passé et mon sketch a disparu, on m'a prévenu la veille, on m'a dit « Oui, non, en fait, l'émission était trop longue. » Ok. Donc c'est là que j'ai compris, ok, si je veux survivre un peu dans ce métier, il va peut-être falloir y aller plus tranquille parce que j'ai pas la légitimité, j'ai pas encore le public qui me suit. Donc, quand il y a ça, tu es tributaire du final cut, du producteur, du diffuseur, etc. Et comme tout le monde, j'avais envie de manger. Donc, je me suis dit, peut-être que tu te la racontes, en fait. Peut-être que tout ça, c'est pas à ta portée. Donc voilà, ça m'a un peu éloigné de ces sujets-là pendant un temps. Et puis, dès que j'ai repris la confiance du public, je me suis dit, j'y retourne. Et je te le disais juste avant en off, moi ce que je trouve intéressant, c'est ce mélange des genres que tu fais. C'est-à-dire qu'on te retrouve dans des programmes qui sont quand même assez dépolitisés, où il n'y a pas d'humour très ouvertement politique, comme même t'as des rôles dans des séries, comme la série Commissariat Central sur M6. Alors qu'on aurait pu la rendre politique, cette série. Mais elle ne l'est pas. On est chez les flics. Mais le truc, c'est encore une fois, moi j'ai amené des textes, j'ai amené des choses pour cette série. Ça a été balayé tout de suite. Parce que justement, je voulais amener... Je dis, on est dans un commissariat, il n'y a pas plus social que ça. Mais c'était pas le but. C'était pas le but de la série. Et c'est plein de choses que j'ai appris. J'ai appris en faisant. Et à côté de ça, tu continues à produire des spectacles. En 2020, tu as rejoint France Inter pour une chronique hebdomadaire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est quand même que ça détonne. Non, mais je veux dire, vraiment, t'as pas peur d'y aller. Marine, je me suis calmé depuis que j'ai des Charles Le Pen. Dénoncer les femmes qui, selon elle, utilisent l'avortement comme moyen de contraception. Elle parle d'avortement de confort. C'est vrai qu'un avortement, c'est tellement plus agréable que prendre la pilule. C'est tellement bon de se réveiller à l'aube, prendre la
route à jeun, gérer le sentiment de solitude, le désespoir, la culpabilisation, sans parler des éventuelles douleurs physiques, parce qu'après 5 semaines de grossesse, c'est par aspiration. Hein, t'imagines le kiff. Je suis sûr qu'il y en a même, elles demandent à pas être anesthésiées pour en profiter à fond. Je les connais. Comment tu gères ces deux vies, entre guillemets, ces deux types d'humour, cet humour parfois très politique, très grinçante, qui est vraiment... Alors, je sais que t'aimes pas le terme de dénoncer, mais quand même... C'est pas que je l'aime pas, c'est que j'ai pas l'impression de le faire. Qui y va, et à côté, un humour qui est peut-être plus consensuel. En fait, c'est que moi, je me considère... Je ne me mets pas d'étiquette, c'est-à-dire que j'ai envie de me marrer. Je peux me marrer en faisant un sketch sur les étagères, comme je peux me marrer en allant regarder ce qui se passe au niveau de l'extraction du coltan en Ouganda. Tu vois, ça me fait marrer les deux. Et j'ai pas envie de me mettre dans une case, ah oui, lui, dès qu'il va parler, c'est pour dénoncer tel ou tel truc. Je trouve que ce serait attendu. Je trouve que ce serait... quand ça devient systématique, ça perd de l'intérêt. Et puis surtout qu'en fait, maintenant, j'arrive à faire ce que je veux partout. C'est-à-dire que si je me retrouve au Jamel Comedy Club, on est chez Canal, hein. C'est Bolloré. On sait chez qui c'est, tu vois. Et ben, bon, j'ai des trucs sur lui qui se sont fait virer, évidemment, de l'émission. Mais je les ai dit. Après, c'est pas chez moi. Je suis pas dans ma maison. C'est comme si demain, je vais sur Amazon, je parle de Bezos, ou si je vais sur M6, je parle de Taverneau. C'est leur maison. On se sert de leur diffusion. Après, on n'a pas le choix. Sinon, on n'y va pas. Si je veux dire, si on n'accepte pas, que eux n'acceptent pas que tu les critiques. Mais je le fais. Je le fais partout. Et comment tu te sens quand par exemple, on va te couper un passage qui concernait Bolloré? Je le savais. Je le savais. Je vais pas faire comme si ça me... Je vais pas faire le révolté de « Ah, la censure !» Non. T'es dans sa maison. C'est comme si je t'invite chez moi et tu commences à me tracher, ben je vais te dire tu sors. Et encore, ils ne peuvent pas me faire sortir en entier puisque je suis là. Après, c'est souvent quand même des apôtres de la liberté d'expression qui bien vont sûr. dire non mais nous on achète des médias parce que pas du tout parce qu'on veut contrôler l'information, mais parce que on veut donner vie à la culture et à l'information en France. Là, ce que tu me décris, c'est quand même pas du tout. Mais non, mais ça prouve. Ça prouve ce qu'on veut en fait. C'est-à-dire que moi maintenant, je peux te le dire. Tu vois qu'ils ont supprimé telle ou telle chose ou qu'ils voulaient pas que je le fasse, etc. Par exemple, là, le fait que puisque tu vas présenter le Jamel Comedy Show, là, cet été, le fait que tu sois sur ce plateau en train de dénoncer ce qui peut se passer sur cette chaîne-là, t'as pas peur que ça te coûte? Qu'est-ce que ça peut me coûter? Qu'ils apprécient pas de te voir sur Blast en train de critiquer la chaîne pour laquelle tu vas travailler. Mais moi, je critique tout. C'est-à-dire quoi? On travaille pour... Enfin, je veux dire, on donne de l'argent à l'État, on a le droit de le critiquer. On prend de l'argent de l'État aussi, on a le droit de le critiquer quand même. C'est-à-dire, je vois pas en quoi on peut pas faire des vannes. Non, mais là, tu fais pas des vannes, là. Tu m'expliques quand même les... Oui, j'explique comment ça marche, mais encore une fois, tout le monde le sait, ça. Que c'est celui qui a le bouton du montage qui décide de ce qui se passe. C'est pas si les gens attendent Walidia pour ça, c'est dommage. C'est dommage, je veux dire. Après, on est conscient de ce jeu-là. Moi, évidemment, Canal, le groupe Canal, il y a plein de trucs qui me vont pas là-dedans. CNews, ça va à qui? Tu vois, je vais pas d'un coup parce que je travaille. Mais moi, je travaille là où on me laisse parler. Je le fais. Tu prends ce que tu veux dedans, tu prends pas. C'est plus mon problème. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai appris à me délester de ça. Parce que si tu veux avoir un contrôle permanent sur tout ce que tu fais, tu restes sur Internet, tu bouges pas. Voilà. Donc c'est une façon de faire carrière aussi dans ce monde médiatique qui n'est pas forcément évident. Et puis là pour moi, j'étais pas sur Canal, j'étais avec Jamel. Tu vois, c'est évidemment que c'est Canal et que c'est Bolloré et que c'est qui tu veux. On va pas faire comme si ça n'existait pas. Mais la vérité, c'est que j'étais avec Jamel. Moi, c'est ça, c'est le Jamel Comedy Club. J'arrive de là. C'est un peu tu sais, comme les réunions aux États-Unis au lycée où les mecs qui se revoient 10 ans après. Bah, c'est ça, quoi. On revient, on va booster des petits jeunes, tu vois, je parle comme un vieux, je vais booster des petits jeunes. Mais il faut préciser que c'est Jamel Debbouze qui, à l'époque, t'a repéré, on peut dire, en quelque sorte, ou qui t'a beaucoup aidé. Qui m'a accompagné, il a même été producteur du premier spectacle et tout ça, donc moi je lui dois beaucoup, c'est quelqu'un qui... On se rend pas compte de l'impact historique au niveau de la culture de Jamel. Sans lui, on est peut-être 200 à faire autre chose. Sa mère vient de Lorraine, son père il vient du Sénégal. Normalement, il n'aurait jamais dû exister. Walidia. Donc moi, j'ai cette reconnaissance du ventre-là. Quelqu'un qui m'a aidé à un moment, tac, coup de fil, j'ai besoin... Allez, on y va, tu vois, on va s'amuser. C'est ça qu'on oublie.
dans notre métier, surtout dès qu'on prend des sujets difficiles. On est des blaguistes. Il faut jamais oublier ça. Et si les gens attendent autre chose de nous, ils vont être déçus. S'il y a la révolution demain, c'est pas moi qui vais mettre des coups de tête dans les casques des flics. Hein. C'est des gens qui ont plus de motivation que moi. Tu parles de sujets difficiles, je le disais, moi, dans tes prises de parole, et c'est ce qui m'a interpellée. C'est que j'ai senti une certaine colère, encore une fois, une certaine capacité à identifier et à souligner des sujets de société compliqués, comme le sexisme, le racisme, l'homophobie, les injustices sociales, finalement, de manière générale. Là, il y a les manifestations PMA, GPA, t'as des gens, non, un enfant équilibré, c'est un papa et une maman. Ouais, j'en parlais avec les parents de Nordal-Lelandais, ils sont pas sûrs, de... Ta théorie de l'équilibre. Si t'es blanc et que ton pays est en guerre, en France, t'as un service d'accueil tout compris. Un train gratuit, logement à disposition, concert caritatif, tour Eiffel allumé. Ils veulent tellement que les Ukrainiens viennent, on dirait qu'ils vont les revendre après. C'est la première fois qu'il faut faire la queue pour aider des gens. Même Darmanin, il y a 2 semaines, il était en train encore de cisailler des tentes à Calais, là, et il demandait à tout le monde de faire preuve d'humanité, sans se faire une fracture de la dignité, celui-là. Darmanin, quand il a rendez-vous avec la honte vient même pas. Elle trouve que ça fait doublon. Moi, j'ai l'impression de sentir une certaine colère. Est-ce que l'humour, c'est aussi une façon de canaliser cette colère qu'on peut avoir? Oui. J'essaie de maîtriser ça. C'est pas forcément de la colère, mais... J'ai l'impression que c'est des sujets qui te touchent. Peut-être que je me... Mais ça me touche parce que je vois les gens qui subissent. Toute la journée, tout le temps, tous les jours, toutes les semaines, tous les trucs, je vois des gens qui subissent les décisions d'État, qui subissent les décisions influencées par le patriarcat, le racisme, le truc. Je le vois tout le temps, des gens qui mangent ça. Moi, j'ai de la chance, j'ai réussi à me protéger de ça, j'ai réussi et je le subis encore. Je le subis encore, mais... Comment ça? Je le vois dans que ce soit encore dans les rôles qu'on me propose, que ce soit dans la manière dont... Même la manière dont on me parle des fois. C'est-à-dire que quand je dis rien, j'attends d'avoir le niveau de langage de la personne en face. C'est-à-dire que j'attends de voir comment elle va me parler pour savoir comment elle me considère. Donc je ne dis rien. Et souvent, on va me parler, on va redescendre un peu, me parler de manière un peu plus familière, etc. Et quand moi, je m'amuse à rajouter du soutenu, à rajouter 2-3 vocables qui font bien, et ben tout de suite, Donc ça veut dire que l'enveloppe t'a fait croire que je n'avais pas les bagages pour soutenir telle ou telle conversation. Donc je le vois. Et je le vois pour moi, mais je le vois aussi beaucoup pour les autres. Et du coup, je me dis, j'ai la chance d'avoir cette tribune-là qui touche ce qu'elle touche. Ce serait dommage de ne pas m'en servir. Et puis, voilà, à un point de vue totalement perso, ouais, ça me fait du bien des fois de cracher 2-3 venins sur X ou Y, parce que on peut faire que ça. Je veux dire, taper sur Balkany, oui, on a tous envie de le faire. On le fait parce que ça fait du bien, mais en vrai, demain, il a mal au dos, il sort. Tu vois, c'est ça le vrai problème. C'est qu'on est impuissant, et je me ris de cette impuissance-là en balançant des mots qui, malheureusement, ne changeront pas grand-chose. J'ai même pas eu le temps de soutenir le personnel médical qui affrontait la mort avec des sacs poubelles, que c'était déjà Balkany qui prenait toute la place. Et qui de mieux que lui pour prouver que notre système de santé va très bien. En quelques semaines, il est passé de mourant à moonwalk, c'était magnifique. Grâce à un miraculeux vaccin qui immunise contre la prison, c'est le Sarkozy. Alors attention, ça diminue tes défenses immunitaires face à Mediapart, par contre. Alors sa petite danse a fait le tour des réseaux avec le hashtag petit doigt dans l'arrêt du juge challenge. Tu parles de Patrick Balkany, encore une fois dans tes chroniques que j'ai beaucoup écoutées, tu abordes les faits avec une précision qui est parfois presque journalistique. C'est évidemment pas du tout journalistique dans la forme, c'est une chronique d'humour, c'est une chronique incisive, mais par contre dans le fond, plusieurs chroniques sont vraiment étayées avec des chiffres, qui réexpliquent des mécanismes politiques, qui sont parfois des choses que même les journalistes ne font pas sur France Inter. Comment tu fais pour t'informer, pour apporter autant de précision dans tes chroniques? Je regarde tes articles. Non, mais c'est vrai. Meilleur passage de cette émission. C'est vrai, mais tu vois, il y a des gens comme toi, comme plein de... Tu vois, je regardais là le boulot de Fabrice Arfi, etc. C'est des gens, on sent que vous êtes dans cette recherche de vérité-là. Vous êtes pas encore... On sent pas une idéologie prédominante dans ce que vous dites. Évidemment qu'il y en a une, on en a tous une. Mais... Subjectif. La neutralité n'existe pas. Mais tu peux sentir l'objectif d'un journaliste au bout de 3-4 articles que tu as lus de lui, tu commences à comprendre où il va. Et
j'ai ma petite sélection de gens où je regarde ce qu'ils font, je m'inspire énormément du travail des journalistes parce qu'ils ont fait le plus gros. Ils sont allés chercher les infos, ils ont croisé les sources. Moi, après, j'ai juste à croiser 2-3 articles pour voir si c'est exactement le même propos là, si ça n'a pas changé à travers les années. Mais c'est rapide. Je veux dire, c'est de la veille rapide. Le gros travail journalistique, c'est pas moi qui le fais. Moi, je transforme ce qu'ils ont trouvé en vanne. C'est aussi simple que ça. Mais en vanne, encore une fois, informative. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et je le voyais même dans les commentaires sous certaines vidéos où les gens, en fait, apprennent des choses, des gens qui ne regarderaient pas ces journalistes-là, qui n'ont peut-être pas envie de lire des longues investigations, des longs articles. C'est votre problème, c'est que vous êtes chiant. OK. C'est juste ça. Changez ça, vous allez voir, ça va faire du clic. Non, mais évidemment que c'est faux. C'est très intéressant, mais voilà, c'est que parfois, je pense que c'est juste la forme qui est plus accessible à plein de gens. Et ne serait-ce que, France Inter, il y a même des gens qui me disent « J'écoutais pas France Inter, et j'ai vu ta gueule dessus, ça m'a parlé un peu plus. » Parce que il y a même ce truc, on ne s'autorise pas, parfois, à accéder à des médias, à profiter d'une certaine information, etc., parce qu'on a l'impression qu'on n'y comprendra rien. Et c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et si je peux donner cette impression que c'est plus accessible, tant mieux. Tant mieux. Et alors, tout à l'heure, j'écoutais une de tes chroniques où tu parlais avec Guillaume Meurice et tu lui reprochais, entre guillemets, évidemment sur le ton de la rigolade, d'avoir blagué sur le Rassemblement national qui serait une réunion non mixte parce que ce sont que des personnes blanches. Et toi, tu soulignais le fait que c'était la même chose en réalité à France Inter. Meurice, il a voulu faire le malin avec eux en tweetant une photo du groupe RN à l'Assemblée en le qualifiant des réunions non mixtes de blancs. Donc évidemment, les gens lui ont répondu en montrant un trombinoscope de France Inter. Plus blanc que ça, c'est un rail de coke non coupé. Donc ça fait 2 ans ici que je vous dis qu'en termes de colorimétrie, la seule chose qui vous différencie de Génération Identitaire, c'est le logo, mais personne m'écoute. Sauf par Jupiter. Sauf par Jupiter, c'est vrai. Est-ce que toi, tu as l'impression d'être en minorité sur ce service public? Alors déjà, il y a 2 choses. Il y a France Inter et Par Jupiter. C'est 2 choses très, très, très D'ailleurs, différentes. Charline Vanhoenacker le souligne. Voilà, tu vois, elle le dit. Elle dit, attends, pas mais elle a raison. Jupiter. Elle a raison, parce que je les ai assez attaqués là-dessus. Et c'est une émission où, on va dire, la diversité est beaucoup plus importante. Ouais, voilà, elle est présente. Elle est présente, que ce soit dans les invités ou dans les chroniqueurs, etc. Il y a un brassage social, un brassage ethnique, il est là. Ce serait mentir de dire qu'il n'est pas là. Par contre, sur l'ensemble de France Inter, c'est comme tout. Quand tu vois les photos de rédac, t'es mort de rire. Donc, ce que je disais à Meurice, c'est pas pour lui, parce que sans Meurice, on se taille dans des chroniques interposées, c'est normal. C'est de bonne guerre. C'est juste que moi, ce que j'aime pas, c'est cette hypocrisie-là. C'est de dire, regardez, ils sont que entre blancs. Oui, mais vous aussi. C'est pas parce que vous passez de temps en temps de l'afrobeat que ça y est, c'est devenu black friendly ou arabe friendly. Et c'est fatigant. C'est fatigant. Et surtout, moi, ce que je leur ai dit dès le début, c'est je serai jamais votre caution. La caution de c'est bon, c'est une question que tu te poses. C'est une question à laquelle tu as réfléchi. Pourquoi ? Parce que comme je suis au contact des gens, je vois ce qu'ils ressentent quand ils voient une photo de rédac ou une photo de truc. On a l'impression que c'est un monde où si t'es pas exceptionnel, tu rentres pas. C'est que tu vois, malheureusement, alors je me considère pas comme exceptionnel, mais je fais quelque chose d'exceptionnel. Je dis pas que ce que je fais c'est génial et machin, c'est que c'est hors cadre de ce qui aurait été normalement prévu pour un mec comme moi. Et le truc, c'est que cette inaccessibilité-là, si une fois que tu es à l'intérieur, tu la dénonces pas, bah, tu as juste fermé la porte en rentrant, en fait. Tu vois, et j'ai pas envie d'être ça. J'ai pas envie d'être ce mec qui, quand moi j'ai ma petite place, il fait chaud, il y a des verres d'eau, il y a du café, je clique. Non, mais tout va bien. On est bien. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et le petit coup que je fais à France Inter, c'est la bannière YouTube. Je leur dis à chaque fois, regardez bien la bannière YouTube et venez me dire après diversité, etc. C'est tout. Tu l'as dit toi-même, moi je me base sur des faits. J'ai mes idées, j'ai ma façon de voir les choses, j'extrapole, j'exagère, etc. Mais le fait, il est toujours là.
C'est ce qui me protège aussi. Parce que sinon, avec ce que je dis, je peux comprendre qu'il y en ait qui a envie de m'insulter. Mais je le disais, ce qui m'a interpellée, c'est quand même ce ton incisif, cette faculté que tu peux avoir à dénoncer les médias, des choses qui se passent dans les médias pour lesquels tu travailles. Dans un autre genre, je travaille pour des médias, je sais très bien qu'il est compliqué de critiquer le média dans lequel on travaille publiquement. C'est quand même une forme de prise de risque. Et tu disais dans une interview à Télé Loisirs il n'y a pas longtemps, il y a certains médias et chaînes télé où je n'ai plus vraiment le droit d'aller. C'est pas ça, ils ont mal repris. Ouais, ils ont mal repris la... Non, c'est que il y a des endroits, je sens que ça bataille pas pour que j'y sois. C'est pas la même chose que tu avoir le droit de voilà, il y a aucun endroit où je suis blacklisté ou quoi que ce soit. J'ai même jamais ressenti ça, c'est-à-dire qu'on me l'a jamais dit directement. Non, donc en fait, c'est possible de dire les médias pour lesquels on travaille. Et pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui le font? C'était Guy Bedos qui disait, je croirais en la liberté de la presse quand un journaliste pourra critiquer son journal dans son journal. Moi, je suis resté très sur cette phrase-là, parce que déjà, j'adore Guy Bedos, et je suis persuadé qu'on peut le faire. C'est que le problème du pouvoir en face, c'est qu'il se dit qu'on n'osera pas transgresser des espèces de règles tacites qui sont là, là où... En gros, tu chies pas là où tu manges, hein, excuse-moi pour la vulgarité, mais tu vois, c'est ce genre de truc. Mais on n'est pas parfait, je suis pas parfait, je me taille moi-même dans moi-même. Souvent, je le dis, dans la dernière, je dis je fais une chronique révolutionnaire en attendant ma commande Deliveroo. Tu vois, je suis pas révolutionnaire pour un sou, je suis pas plus subversif qu'un discours de Miss France. Moi, je dis la guerre, c'est pas bien, la violence, c'est mal, le racisme arrêté, le sexisme, stop. C'est pas, tu vois, j'enfonce des portes ouvertes. Mais le problème de ces portes ouvertes, c'est que c'est le discours minoritaire aujourd'hui. Donc, finalement, t'as senti un glissement? Ouais. Parce que tu fais une grosse critique des médias, quand même, dans l'ensemble. Toi, tu dis que ces discours sont devenus minoritaires et qu'ils ne l'étaient pas avant? Avant, dire le racisme, c'est pas bien, ça provoquait rien. Parce que, on sait que c'est pas bien. Et puis oui, c'était admis. Aujourd'hui, tu vas dire le racisme, c'est pas bien. On va dire quoi? Islamo-gauchiste, wokiste, patatiste. Et tu vois, c'est-à-dire que même dire quelque chose, franchement les viols, venez on arrête les viols. Quoi? Tu vois, il y a ce truc il y a une réaction à une évidence. Il va y avoir de l'ambiance. 89 députés RN, 89 grands philosophes qui vont nous gratifier de débats essentiels à la nation, tels que pourquoi on a du couscous vegan non joré dans nos cantines. C'est là où tu vois que ça a glissé. C'est qu'avant, à cette évidence-là, alors il n'y avait pas de réaction. Je dis pas que c'était pas bien, tu vois, il aurait peut-être fallu amplifier ces propos-là. Mais aujourd'hui, tu peux te couper la main et dire j'ai mal. Ouais, mais quand même, machin, c'était mieux avant, on coupait les mains. Il y a ce truc-là. Il y a ce truc d'étaler une évidence, c'est plus évident pour beaucoup de gens. Mais ce que tu me dis, en fait, c'est que c'est pas toi qui es incisif, non. C'est certaines personnes en face qui sont trop intolérantes. C'est ça. Moi, j'ai pas l'impression d'être, tu vois, des fois j'écoute des mecs, surtout des Américains ou des Anglais, des trucs, je me dis, ouais, il y a encore des steps à passer, il y a encore... J'ai pas l'impression, moi, de dire des choses... Des fois, je vois des commentaires, je me dis, mais c'est normal de dire, je sais pas, il y a des membres du gouvernement accusés de viol, c'est normal de dire, comment ça se fait que pour rentrer dans un groupe ou dans une entreprise, t'as plus de tests pour les cadres que pour les ministres? On a l'impression qu'ils découvrent les mecs, tu vois, le jour où ils sont dans le bureau. Vous voyez le membre de gouvernement qui est accusé de viol? Bah non, vous voyez pas, il y en a trop. Dedans, il y a même une femme maintenant. Qui travaille avec 3 collègues accusés de viol dans sa vie? Vous, non. Macron, oui. Voilà, c'est une différence. Attention, je suis pas en train de dire qu'être accusé de viol dans ce gouvernement, c'est un prérequis. Je dis que c'est pas un obstacle. Il faudrait pas que ça devienne une habitude. C'est pas transgressif de dire ça quand même. Ou alors j'ai peut-être rien capté à l'époque aussi, c'est possible. Peut-être que je suis plus là, je me rends plus compte de tout ça, mais je me dis c'est pas... Enfin, comment... Tu vois, quand tu vois, c'était quoi la petite étudiante là, qui avait posé une question à Macron, qui se retrouve avec les gendarmes. Je dis, ah ouais? Vraiment? C'est-à-dire qu'on te pose une question, maintenant t'envoies la Gestapale? Ah ouais? Ça va être tendu là, les prochaines années, on va rigoler. Mais je vais, justement, il y a un petit côté, ok, on y va.
Perso, les résultats du premier tour, moi, ça me réjouit. On va tellement morfler, vous allez avoir besoin des humoristes pour rigoler de temps en temps, parce qu'autour de nous, il y aura que des gens qui vont chialer du sang. Donc, il va falloir faire avec. D'ailleurs, heureusement que Mélenchon n'est pas passé, sinon j'allais faire des chroniques sur quoi, moi? Ouais, ils ont encore augmenté les salaires, fait chier. Comment ça, la retraite à 60 ans? Pourquoi pas 55? On n'est pas des flics, et je suis allé aux urgences. J'ai été pris en charge tout de suite, c'est quoi ce bordel? Voilà, moi, si tout va bien en France, ça m'arrange pas. Je suis comme Zemmour, pour que mon business fonctionne, j'ai besoin d'une France qui va mal. J'ai une question que je pose à tous mes invités dans cette émission. C'est quel est pour toi le rôle de l'humour politique en société? Déjà, je crois pas que l'humour politique existe. Je crois que à partir du moment, et surtout c'est là où tu prends la parole, rend la chose politique. Tout est politique? Ouais. Même la blague sur les étagères? Mais oui, parce qu'elles viennent d'où, les étagères? Elles sont fabriquées par qui? Dans quelles conditions? À quel, tu vois, à quel règlement de commerce elles répondent, etc. C'est des politiques qui ont mis tout ça en place pour que cette table, elle soit là. Tu vois, donc c'est politique. On ne sait pas qui l'a fabriqué, qui l'a coupé, qui a fait quoi, qui comment. Il n'y a rien qui ne l'est pas. Il n'y a rien qui ne l'est pas. Donc l'humour... Il y a quand même des sketchs qui le sont plus que d'autres. Il y en a où c'est plus prononcé. Mais, par exemple, voilà, il y a cette espèce de sketch cliché sur le couple. En vrai, c'est éminemment politique. Moi, j'en parle dans mon spectacle. Je dis que les rapports de pouvoir doivent d'abord changer dans la cellule la plus patriarcale qui existe, qui est le couple hétéro. Et t'as une veine politique dans ce sujet qui est éculée, qu'on a repris des milliards de fois, etc. Mais tout l'est. Ma présence là, ta présence ici, etc. C'est des résultats de choix politiques auxquels on s'oppose, auxquels, tu vois, on croit pas, ou en tout cas, ou des sujets qu'on aimerait mettre sur la table, comme toi, quand tu parles de réchauffement climatique et que t'as Toto et Totette qui comprennent rien. Ben, moi, quand je vais en reparler derrière, ce sera parce que tu auras créé un moment politique. C'est un moment politique, c'est un espèce de clash intergénérationnel qui va arriver de toute façon, parce qu'ils veulent nous enlever des retraites, ils veulent qu'on crève avec du mazout à la gorge, on va pas se laisser faire. Mais je pense que notre rôle, il n'est que d'amplifier ce qui est déjà politique et qui existe déjà. Vouloir prétendre à faire plus, il y en a qui se sentent très bien dans ce rôle-là, moi non. Moi, je pense que la seule chose dont je suis sûr, c'est qu'un jour, je vais vous décevoir. Et la seule chose dont je suis sûr aussi, c'est que je ferai tout ce qu'il faut pour que ce soit marrant. Parce que c'est ça, notre vrai truc. Quand tu te présentes en tant qu'humoriste, ta première priorité, c'est que ce soit drôle. La deuxième, c'est que ce soit un peu vrai. Parce que si tu racontes n'importe quoi, ça n'a pas vraiment de sens. Et peut-être la troisième, voilà, c'est qu'il y ait une portée, un message, et que la tribune soit efficace. Mais je pense pas qu'il faille se donner un rôle, parce que c'est là où ça commence à... où ça commence à foirer, en fait, où t'as l'impression que les gens t'attendent pour quelque chose, ou que les gens ont besoin de toi. C'est là où ça va commencer à vriller, parce que tu vas te donner une responsabilité qui n'existe pas. Demain, j'arrête mes chroniques, je vais leur manquer 3 jours, et puis ils passeront à autre chose, parce qu'ils ont eu des vies. Tu vois, c'est pas... On n'est pas si important. Et d'ailleurs, ça fait du bien, même, en tant qu'humoriste, de dire « Je suis pas important, on s'en fout de ce que je dis, viens, je dis des trucs, puis prends ce que tu veux, prends ce que t'aimes, puis si t'aimes pas, insulte-moi 2 fois sur Instagram, puis passe à autre chose. » Tu vois. Tu dis « On n'est pas si important », ça me permet d'enchaîner sur ma question suivante, qui aborde une deuxième thématique que j'aime bien, dont j'aime bien parler avec mes invités sur l'humour. C'est le rapport à la notoriété, le rapport à l'ego, et est-ce que ça peut changer? Toi, tu es très suivi sur les réseaux sociaux, plusieurs centaines de milliers de personnes sur Instagram, sur Twitter. T'as eu une ascension au fil des années qui font qu'aujourd'hui, tu es quand même très regardé, t'officies dans plusieurs gros médias. Est-ce que ça a changé ton rapport au public, aux personnes que tu côtoies, à tes blagues? Est-ce que tes blagues se sont transformées? Est-ce que peut-être tu vois moins ou plus de choses, ou les choses différemment avec cette notoriété-là? En fait, j'ai la chance déjà que c'était très progressif. C'est-à-dire que j'ai pas eu un énorme buzz à un moment qui fait que ta vie bascule et que d'un coup, tu as 50 personnes par jour qui te demandent des photos. Ça n'a jamais été ça. Ça a été très, très progressif. Donc, j'ai pu m'habituer petit à petit au fait que oui, aujourd'hui, tu vas sortir dans la rue et il y a des gens, ils vont déjà te connaître et avoir l'impression d'avoir partagé un petit bout de vie avec toi. Donc, peut-être se permettre des choses, etc. Mais bon, déjà, j'ai un peu de chance, je suis un grand garçon, machin, donc c'est pas la même chose que si, tu vois, je pense, tu vois, aux actrices, aux chanteuses, où c'est déjà un autre contexte. Moi, déjà, il y a
il y a une familiarité, mais cool, que j'aime bien. En fait, ça me permet de rentrer dans une pièce et j'ai la chance que ce que je fais soit apprécié. Donc, du coup, en fait, ça met une bonne vibe là où je vais. Donc, c'est top, en fait. Moi, Mais est-ce que ça crée pas un problème d'ego, en fait? J'en parle parce que, quand même, dans le milieu dans lequel on est, pour avoir quand même interviewé plusieurs personnes qui ont une certaine notoriété, on sent que pour certains, ça pose un problème et que ça change le rapport qu'on a à soi-même, le rapport qu'on a aux autres. Comment est-ce que toi, tu gères ça? Je pense que ça dépend de ce que tu soignes avec ce métier, en fait. C'est que quand on fait ce métier, c'est qu'on a besoin de quelque chose. Amour, reconnaissance, argent, j'en sais rien. Hein. C'est chacun son truc. Et moi, par exemple, je sais que j'ai comblé beaucoup un besoin de reconnaissance de ce que je faisais. C'est-à-dire, j'avais besoin que je fasse des trucs où on me dise c'est cool. Et puis, j'ai arrêté d'avoir ce besoin de validation-là, mais c'est ce que je soignais au départ. Et si, par exemple, ce que tu soignes, c'est un manque d'amour, tu vas être très sensible à la moindre variation de ton public ou des gens qui te suivent, et ça va te rendre malade, et si ça te rend malade, ça te rend faible, et quand t'es faible, t'es méchant. Donc, tu vas être méchant avec les autres, et c'est là où l'ego va se développer, parce que tu vas estimer que une certaine quantité d'amour t'est due, de par ce que tu fais, de par ton statut, de par, encore une fois, l'exceptionnalité de ce que tu as fait. Mais si tu soignes autre chose, et que c'est pas trop profond, en général, tu t'en sors. C'est vraiment la blessure de base qui fait que tu t'es retrouvé dans ce métier qui va déterminer ton ego. On se retrouve pas dans ce métier si on n'a pas un problème à la base? C'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est une blessure, c'est pas forcément un problème. C'est une conséquence d'une vie. Tu vois, après, oui, je pense que tu peux arriver avec ton lot de problèmes, oui, c'est clair. Il y a des artistes qui sont tarés, et c'est aussi ça qui fait leur génie. Mais c'est pas pour ça qu'il faut les excuser s'ils font vraiment de la merde. Mais ouais, on soigne des trucs, c'est sûr. C'est sûr, faut pas faire comme si non, ça n'a rien changé à ma vie, je cherchais rien. Pourquoi tu t'es mis devant des gens alors à ce point-là? Mais c'est pas grave, c'est pas un mal d'avoir de l'ego. L'ego, ça, si c'est reconnu, géré, etc., c'est pas... Justement, si tu veux tenir aussi dans une société qui t'agresse, il faut de l'ego. C'est-à-dire une manière de ne pas te soumettre à telle ou telle attaque ou telle invective, etc. Alors on peut appeler ça fierté, orgueil, j'en sais rien, il y a plein de mots qui vont avec, mais l'ego n'est pas forcément un monstre, je pense pas. En tout cas. On le disait, tu as eu une ascension progressive. Donc là, aujourd'hui, tu es dans plusieurs émissions, tu es sur France Inter, tu as ton one-man show. Qu'est-ce que tu voudrais de plus? Est-ce que tu as des projets que tu voudrais réaliser ou qui sont peut-être déjà prévus? Je suis en train là, de développer des projets fiction, où c'est un peu l'étape d'après, quoi, de mettre en lumière toutes ces idées-là, mais à travers une histoire, à travers des personnages. Toujours dans le etc. comique? Ouais, mais pas que. Pas que. Je pense qu'aujourd'hui, je me suis accordé le droit de vraiment montrer une palette de choses. Tu te verrais jouer du dramatique, par exemple? Ouais, je l'ai déjà fait, justement, dans Osmosis. Là, il y a des projets qui vont sortir, là, que j'ai fait, qui sont pas... Alors, il y a de la comédie, mais c'est des rôles très négatifs. C'est-à-dire que justement, c'est tout l'inverse de ce que je défends. De ce que je défends sur scène ou dans les chroniques. Parce que j'aime ça aussi. De devenir l'enfoiré que je dénonce. Pour mieux l'attaquer, en fait, parce que quand on devient lui, on dévoile toutes ses faiblesses, etc. Donc voilà, tu vois, j'ai dit dénonce en plus. Je n'osais pas le relever. Dénonce, mais parce que j'allais dire un mot vulgaire. C'est dénonce qui est vulgaire. Est-ce qu'il y a un projet que tu n'aurais pas annoncé publiquement et que tu pourrais annoncer là en exclusivité sur le plateau de Best? Non, parce qu'en fait, il y en a un super, mais qui n'est pas signé. Donc si je commence à parler puis que ça ne se signe pas... on va dire que je suis un mytho et je m'en fous, mais tu vois, c'est pas l'idée. Mais en tout cas, non, il y a des... Là, je sais en tout cas que moi, je prépare quelque chose que je vais produire tout seul, donc comme ça, moi, qui s'appelle Cash. Et c'est... C'est quoi? Comme son nom l'indique. Et c'est quoi exactement? C'est Cash. C'est deux mecs qui travaillent dans un magasin de cash affairs. Tous ces magasins où on vient revendre, troquer des trucs. Ils ont des choses à dire. Parce qu'ils s'emmerdent beaucoup. On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Walid Gad, d'avoir été Merci de m'avoir avec nous. reçu. C'est la fin de cette émission.
Salut tout le monde. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère que cette série sur l'humour et la politique continue à vous plaire. Si vous avez trouvé cet échange intéressant, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux, ça nous aide beaucoup. Et comme d'habitude, vous pouvez suggérer dans les commentaires des humoristes que vous aimeriez que je reçoive ici sur le plateau de Blast. Je les lis et je les prends en compte. Je vous rappelle que Blast est un média complètement indépendant qui ne vit que grâce à son audience. Donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à vous abonner ou à faire un don sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à bientôt.